Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Le sacre de Marina Anissina et Gwendal Pesra, champions du monde de patinage artistique. Leur premier titre mondial de danse après une performance qui a soulevé l'enthousiasme du public. Marina Anissina et Gwendal Pesra que nous retrouvons dans un instant en direct dans cette édition. Contre la marée noire, la mobilisation au son du biniou des Parisiens et des Bretons. En tête du cortège, Jacqueline Tabarly et Gérard Daboville avec ce slogan « Plus jamais ça ». Au Sénégal, en ce moment même, le nouveau président Abdoulaye Wade prête serment après 26 ans dans l'opposition. Cet avocat, brillant économiste, arrive au pouvoir. Son portrait. Cinéma, avec la sortie du film de Bertrand Blier, Les Acteurs, au générique une quarantaine d'entre eux, les dinosaures, les monstres sacrés, pour une comédie où ils jouent leur propre rôle. L'enthousiasme sans faille du public et l'unanimité du jury ont donc porté au zénith Marina Anissina et Gwendal Pesra qui ont offert à la France hier soir à Nice cette médaille d'or tant convoitée. Une ambiance de folie, une prestation éclatante, la passion et le travail acharné de ce duo au tempérament si différent ont payé pour ces championnats du monde de patinage artistique et à l'unisson, le cœur des Français a battu la chamade. Reportage sur place, Nathanaël de Rinck-Saint-Philippe-des-Landes. Inséparables, Marina et Gwendal tentent de se frayer un chemin parmi la foule de curieux venus voir de près les nouveaux champions du monde. Dans les coulisses de la patinoire, le clan Anissina Pesra n'en finit plus de s'embrasser. Parents, amis, supporters, tout le monde pleure. Même le concurrent italien médaillé d'argent vient rendre hommage aux vainqueurs. Hier soir, sur la glace de Nice, Marina et Gwendal ont fait l'unanimité. Malgré l'enjeu, malgré la pression, ils n'ont pas craqué. Pour la France, c'est le premier titre mondial depuis 1991. Pour Marina et Gwendal, c'est la récompense de 7 années de travail. On a gagné. On a gagné parce qu'il ne pouvait en être autrement. Leur version des Carmina Burana a enflammé le public et séduit les juges. 4 fois 6-0, 4 fois la note parfaite. Un soulagement énorme et une grande joie, mais elle est encore complètement contenue à l'intérieur là-dessus. C'est génial. Leur médaille d'or autour du cou, les deux champions ont effectué un tour d'honneur. Encore quelques autographes. Mais ça ne fait que commencer. Marina et Gwendal n'ont certainement pas fini de faire parler d'eux. Et en direct de Nice, Marina Anissina, Gwendal Pesra, bonsoir et bravo à tous les deux. Je ne sais pas si vous arrivez maintenant à réaliser, quelle image vous reste en tête de cette victoire que vous vouliez à tout prix et qui sans doute ne pouvait pas vous échapper. Alors peut-être Gwendal. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, alors l'image qui va nous rester, c'est le public en délire hier soir. C'est vrai que c'était absolument fabuleux et c'est vraiment des moments qui nous transportent. C'est fabuleux. On va partir maintenant sur la tournée équipe de France avec plein d'énergie et continuer à avoir le public français qui nous a donné tant de bonheur. Alors pendant le salut final, vous aviez l'air vidé, exténué, du moins c'est ce que vous avez dit, peut-être plus touché que votre partenaire? Oui, j'avoue que j'étais vidé. C'est vrai que ça a été un programme très éprouvant, aussi bien sur le plan émotionnel que physique. Toute la semaine a été dure en fait, et toute la saison, il a fallu se battre et c'est ce qu'on a fait. Mais maintenant que c'est décroché, on est heureux. Alors Marina, deux tempéraments si incroyablement différents, le feu et la glace qui ont réussi à entrer en fusion, c'est un peu ce qui s'est passé dans votre duo? Je suis très heureuse aujourd'hui qu'on est champion du monde. On a vraiment très bien patiné hier. On avait donné beaucoup d'émotions et je pense beaucoup de plaisir au public et ça c'est génial. Je pense qu'on va rappeler longtemps ce jour dans notre vie. C'est vrai qu'à 9 ans vous aviez décrété que vous seriez championne du monde? Et que ça vaut tous les sacrifices? Ça fait longtemps
on travaille pour cette victoire et je suis contente que c'est bien réussi. Et dès le début de saison, on a travaillé pour cette victoire. Marina, est-ce que ça vaut tous les sacrifices, l'exil, la naturalisation et puis cet énorme travail? Oui, je regrette de rien et ça va le coup à travailler et avoir ce succès et le résultat qu'on a aujourd'hui. Alors peut-être une question à Gwendal. Dans votre duo, qu'est-ce qui donne l'impulsion, le moteur? On a l'impression qu'elle est très impulsive, que vous êtes plus modéré, c'est exact? Oui, c'est ça. Marina a toujours peur de se reposer et de relâcher. Donc elle est toujours poussée vers l'avant, elle donne toujours un plus, elle veut toujours qu'on travaille plus. C'est vrai que si on suivait toujours ses impulsions, on arriverait certainement en fin de saison complètement vidé. Donc des fois je tempère un petit peu, mais c'est évident qu'elle nous donne beaucoup d'énergie pour continuer à travailler. Est-ce que dans cette discipline, il faut savoir être patient, attendre son heure et ne pas sauter, brûler les étapes? C'est ce que vous avez fait? Oui, il faut savoir être patient, mais c'est vrai qu'on a toujours voulu aller de l'avant et on a eu une progression quand même très rapide par rapport à ce qu'on voit dans notre sport habituellement. Et là, ce titre de champion du monde, après seulement 7 ans de patinage ensemble, je pense que c'est quelque chose qui s'est rarement vu dans l'histoire du patinage. Alors, deux questions rapides. Pourquoi étiez-vous les meilleurs hier soir? C'était la rage de vaincre, à votre avis? Il y avait de ça, oui, la rage de vaincre, il y a aussi beaucoup de travail et puis du talent et puis la magie du moment. Je pense que quand on est sur la glace, il y a quelque chose de différent qui se passe et en plus il y avait une osmose avec le public et tout ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer et qui nous amène au plus haut niveau aujourd'hui. Et Marina, en un mot, votre prochain défi? Les Jeux Olympiques? Votre prochain défi? Bien sûr, on va continuer à travailler pour les Jeux Olympiques qui va se faire dans 2 ans et on va essayer à gagner. Eh bien, bravo à tous les deux. Merci infiniment d'avoir répondu en direct à nos questions. Toujours du patinage artistique, pas loin du podium, mais pas sur le podium. La Française Vanessa Gusmeroli qui a terminé cet après-midi 4e pour ces championnats du monde. Techniquement, une belle performance. Peut-être moins élaboré au plan artistique. Le jury semble avoir été particulièrement sévère. Il a été conspué par le public, venu soutenir la Française. Et finalement, c'est l'Américaine Michelle Kwan qui a remporté le titre mondial. Au son du Bignoul, la manifestation cet après-midi dans la capitale de plusieurs milliers de Parisiens et de Bretons avec pour seul slogan « La marée noire, plus jamais ça », porte-drapeau de ce mouvement de protestation contre le naufrage de l'Erika. Jacqueline Tabarly, peu habituée à prendre ouvertement position. À ses côtés, le navigateur Gérard Daboville, porteur d'un texte remis au ministère des Transports. Pascal Doucet-Bon, Yves Junquin. Une longue plainte, lancinante, histoire de rappeler à la capitale que Bretons et Vendéens pleurent toujours devant l'éventuel oubli des pouvoirs publics. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan qui a organisé cette manifestation. Elle s'inquiète des conséquences économiques de la marée noire. Et pour battre le rappel, il fallait des personnalités emblématiques, des noms qui évoquent la mer la plus propre à tout un pays. Il faut que tous les Français soient citoyens. Il faut que les Français arrêtent de regarder la télévision en se disant mais c'est pas possible que ça continue comme ça, mais qu'ils viennent nous rencontrer. Tout le monde peut faire quelque chose. La France va avoir la présidence de l'Union européenne. Ça dure pas longtemps. Il faut que tout soit prêt d'avance. Il faut également, il y aura un tas de dossiers, il faut que ce dossier-là soit sur le dessus de la pile. L'ennui, c'est que plusieurs collectifs anti-marée noire ont refusé de venir. Ils reprochent au défilé d'aujourd'hui de pencher à droite, ce que réfutent les organisateurs. Résultat, 2 à 3 000 personnes, alors qu'en janvier dernier, la manifestation de Nantes en réunissait 10 fois plus. On savait le pétrole de l'Erika collant et corrosif. On sait maintenant la révolte anti-marée noire, soluble dans la désunion. À Amiens, un incendie volontaire ce matin de plusieurs bouteilles de gaz devant une station-service Total. Un attentat dirigé contre la marée noire, selon un correspondant anonyme. Pas de dégâts matériels. La police s'apprête à mettre un dispositif de surveillance dans les autres stations-service du même secteur.
Les plages de Bretagne tentent de faire bonne figure pour accueillir les premiers vacanciers. La saison risque d'être compromise, même si les professionnels du tourisme affichent un optimisme de façade. L'exemple de Pornichet, où 2 plages de la ville ont été soigneusement nettoyées. Elles sont à peu près propres. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Le soleil de retour et une plage à nouveau propre. Pornichet n'avait pas arboré ce petit air printanier depuis longtemps. De quoi donner envie d'une balade sur la plage sans craindre de se salir au fioul de l'Erika. Vous n'aviez pas peur de trouver la plage pleine de pétrole? On a eu très peur qu'elle soit fermée. C'était notre seule crainte. Et alors? Bon, c'est ouvert, on est contente. On en profite. On a bu le champagne hier sur la plage. Les professionnels du tourisme, eux, n'en sont pas encore à sabler le champagne. Ces plages-là, réputées parmi les plus belles d'Europe, reviennent de loin. Car au lendemain du réveillon de Noël, le mazout avait tout envahi. Il a fallu des mois de travail pour tenter de sauver une saison qu'ici, on ne veut pas croire compromise. Déjà, pour parler de sauver, ça veut dire que vous estimez qu'elle est en état de danger. Elle l'est. Non, ne soyons pas pessimistes. La Bretagne a été un peu sinistrée. Nous avons quand même d'autres atouts au niveau du tourisme pour que les gens viennent, qui découvrent nos paysages. Tout le monde ne va pas sur le littoral forcément ramasser des coques ou s'allonger sur le sable. Mais parce que les plages demeurent l'atout essentiel de la baie, la mairie a tout fait pour que soit nettoyé avant les vacances de Pâques ce qui pouvait l'être. Un volontarisme qui semble parfois relever de la méthode Coué. Non, c'est pas la méthode Coué, c'est la réalité, c'est que c'est prêt. On aurait pu ouvrir même plus tôt si on l'avait voulu sur certains secteurs de plage, on ne l'a pas souhaité. Aujourd'hui, on le fait parce que c'est prêt. Il est clair que l'enjeu économique est important, il fallait pouvoir montrer et donner un signe fort. On le donne en ouvrant 2 plages sur 3. Ce qui prouve aussi qu'on est responsable, c'est qu'il y en a une qu'on n'ouvre pas parce qu'on n'est pas encore prêt. De fait, sur la plage de Sainte-Marguerite, tout ou presque est encore à faire. Signe que la marée noire de l'Erika n'est pas prêt d'être rangée au rayon des mauvais souvenirs. Le nouveau ministre de l'Éducation, à peine installé sous la pression des enseignants et parents d'élèves de Montpellier, qui ont une nouvelle fois manifesté cet après-midi dans les rues de la ville. 2 à 3 000 personnes réclamant la création de postes, notamment dans le primaire, avec à la clé un préavis de grève à partir de mardi prochain. Et puis, rassemblement également au Havre de quelques 2000 enseignants et parents d'élèves, cherchant à montrer à Jack Lang leur détermination. Manifestation également à Toulouse. 24 heures après le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris qui jugeait les dirigeants du mouvement d'Ipar et Tarak, les réactions sont diverses. Pour les sympathisants, on évoque un verdict politique. Pour les autres, les peines prononcées, 20 ans et 15 ans de réclusion, soulignent ou démontrent la difficulté d'établir les faits 17 ans après. Agnès Gardet, Yves Ginca. À l'heure du verdict, hier soir, les sympathisants venus de Bayonne sont repartis calmement. À peine ont-ils entonné le chant basque du combattant. 20 ans de réclusion pour Philippe Bidard, 15 ans pour Gabriel Muesca, 4 ans avec sursis pour Joseph Etchevest, cloué sur sa chaise roulante. Des peines trop lourdes, clament leurs avocats. D'autant plus lourdes que cette cour d'assises, spécialement constituée pour les affaires de terrorisme, composée de magistrats et non pas d'un jury populaire, ne les a pas reconnus coupables. Pas coupables, mais seulement complices de meurtre et de tentatives de meurtre. C'est une décision qui incontestablement emprunte plus aux politiques qu'à la justice. C'est une décision qui vise à éradiquer les rebelles basques. Dans ce dossier, il n'y avait aucune preuve. On sait qu'il y a 80% des scellés qui ont disparu, la moitié des témoins qui sont morts ou qui n'ont pas voulu venir. Les témoins qui sont là étaient contradictoires, même les experts se contredisaient. Les faits pour lesquels Philippe Bidard et ses lieutenants viennent d'être condamnés remontent au 7 août 83. À Léon, dans les Landes, 4 militants de l'organisation séparatiste Ipar et Tarak quittent un camping. 2 gendarmes tentent de les interpeller, une fusillade éclate. Elle coûte la vie au gendarme Yves Joumara et blesse le second. C'est seul parmi les Basques que les victimes ont attendu le verdict. Mon mari a été tué. L'assassin de mon mari se trouvait dans le box. Je ne saurais jamais qui a tué mon mari. Qui a tiré, quel rôle exact de chacun dans cette fusillade? 17 ans après les faits, ce procès n'y a pas répondu. Après l'interpellation mouvementée sinon brutale d'une jeune Marocaine enceinte, Aris Rangis, dimanche dernier, filmée par un vidéoamateur, le policier mis en cause a été sanctionné. Il est privé de toute mission de voie publique. Autrement dit, il est affecté à des tâches administratives. Je vous rappelle qu'une enquête est en cours et cette mesure est provisoire en attendant les conclusions définitives de la police des polices.
Politique avec aujourd'hui la rencontre à l'Élysée entre Philippe Séguin, candidat à la candidature RPR à la mairie de Paris, et Jacques Chirac. Un entretien d'1h30 avec le président de la République. Il s'agit du premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis près d'1 an après la démission fracassante du député d'Épinal. Un entretien très chaleureux, a déclaré l'ancien président du RPR, sans toutefois préciser s'ils avaient évoqué la question des municipales. Dans la course à la mairie de Paris, la candidature à l'investiture de Philippe Séguin, qui s'est donc déclarée officiellement cette semaine, ne semble pas décourager Françoise de Panafieux. La députée du 17e arrondissement continue d'affirmer sa détermination à jouer sa carte au sein du parti. Laurent Hakim, Olivier Journia. Les rumeurs, Françoise de Panafieux a appris à s'en méfier. En mai 68, on lui prêtait une amitié avec le révolutionnaire Cohn-Bendit, rapidement démenti. Aujourd'hui, ce serait un ticket avec Édouard Balladur pour décrocher la mairie de Paris. Hier encore, elle était en audience chez l'ancien Premier ministre. Édouard Balladur et moi-même ne nous perdons pas de vue. Nous ne nous perdons jamais de vue. Jusque-là séguiniste, demain peut-être balladurienne. Il y a en tout cas une constante chez Françoise de Panafieux, elle va droit au but. En 95, cheveux bruns et franc-parler, voilà comment elle commentait son débarquement du gouvernement d'Alain Juppé, Premier ministre et maire de Bordeaux. J'ai simplement demandé pour le menu qu'il n'y ait pas de Bordeaux en ce moment, je ne sais pas pourquoi ça me porte sur l'estomac. En 99, cheveux blancs et toujours franc-parler, voilà comment elle démolissait la candidature de Jean Tibéry. Compte tenu des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, je trouve cette affaire assez dérisoire et pour tout dire un peu pathétique. Sanctionnée depuis par le maire, l'adjointe a perdu sa voiture et son chauffeur. En course pour l'hôtel de ville, tout comme Tibéry, Séguin et bientôt peut-être Balladur, Françoise de Panafieux s'attend à une campagne animée. Si je dis que la vie est un peu dure en ce moment et bousculée, tu me croiras? Mais non, elle est pas dure. Pour se détendre, elle participe à des émissions de radio. On y apprend qu'elle aime autant Gustave Mahler que Johnny Hallyday. Édouard Balladur, encore lui, n'est jamais très loin. Le marché, c'est autant pour l'électeur que pour remplir un frigo, comme elle dit. Édouard Balladur, toujours lui, fréquente aussi ses maraîchers du 16e et il a fait quelques confidences. Alors, il se présente? Oui, je crois. Ah, bah, je crois, là. Là, c'est sa décision à lui, hein? Moi, je crois bien, j'en ai parlé avec lui samedi. Ce que je redoute le plus, c'est que Paris passe aux socialistes. Et toute ma combativité, je la garde pour mes adversaires. Je ne me présente pas contre quelqu'un, vraiment, mais je me présente pour une cause qui est Paris. C'est vrai, je suis la seule femme, et je serai probablement la seule femme à me présenter pour ces élections municipales. Ah ben vous voyez, il y a des hommes qui aiment bien. Dans 3 mois, le RPR aura choisi son candidat. Au revoir et merci. Et Françoise de Panafieux saura si elle peut espérer devenir la première femme maire de Paris. Et les sondages se succèdent concernant ses projections pour les élections municipales dans la capitale. Philippe Séguin serait le seul candidat de droite susceptible de l'emporter sur Bertrand Delanoë, selon un sondage IFOP Journal du dimanche, et d'une courte tête, 51% pour Séguin contre 49% pour Bertrand Delanoë. En revanche, le candidat socialiste l'emporterait dans tous les cas de figure contre Françoise de Panafieux, contre Édouard Balladur et contre Jean Tibéry. Un mot de votre déclaration d'impôt sur le revenu qui devait être envoyée au plus tard hier à minuit, mais Laurent Fabius a évoqué une certaine bienveillance pour ceux qui s'y prendraient avec un léger retard. L'actualité à l'étranger, au Sénégal en ce moment même, le nouveau président prête serment. Après 26 ans d'opposition, Abdoulaye Wade prend les rênes du pouvoir. Une page est donc tournée. Portrait de ce brillant avocat, économiste réputé, qui s'est constamment battu dans l'opposition pour faire avancer ses idées. Photo de famille aux côtés de son épouse qui est une Française, Éric Meunier, Roger Motte. C'est la porte que tout le Sénégal rêve de franchir aujourd'hui, celle du domicile privé d'Abdoulaye Wade. Derrière, on se bouscule pour un message de félicitations, un acte d'allégeance ou quelques doléances. Pour apercevoir ne serait-ce qu'un instant l'ancien opposant, devenu le 19 mars dernier par la volonté des urnes, le nouveau président du Sénégal et le symbole de la démocratie en Afrique. Son élection n'a pas changé, Maître Wade, toujours aussi disponible. L'avocat a encore du mal à se glisser dans le costume du président, mais c'est bien aujourd'hui, après 27 ans de combat politique, qu'il succède officiellement à Abdou Diouf. Un Abdou Diouf très prompt à reconnaître sa défaite. J'avoue que j'étais un peu surpris. Très largement, je pensais réellement qu'il allait confisquer le pouvoir. Alors, ça, vraiment, à 90%, je pensais que il n'aurait pas la majorité, mais qu'il tenterait de se situer entre 50 et 51% et qu'il allait organiser quelque chose pour se déclarer élu. C'est pourquoi j'ai été un peu surpris. Il y a des photos très fortes dans ces moments.
Ne la qualifiez surtout pas de première dame, elle a horreur de ça. Depuis 1963, elle leur rencontre sur les bancs de l'université à Besançon, Viviane Wade et de tous les combats, y compris ceux qui menèrent son mari en prison. Le prix à payer pour tout opposant africain, dit-elle, en souhaitant se passer révolu. Être blanche et d'origine française, ni un avantage ni un inconvénient pour l'épouse du président. C'est un problème que je ne me pose pas. Vous avez vu, enfin je ne sais pas, que je suis acceptée à part entière. Vous savez, au Sénégal, il n'y a pas tellement de blancs et de noirs. Je pense qu'on est citoyen sénégalais et on est d'ethnie Peul, d'ethnie... Bon, alors en riant, je dis que je suis d'ethnie Toubab. Toubab, le blanc en langue wolof. Karim, 32 ans, et Sindiély, 28, les deux enfants du couple, seront aux côtés de leur père lorsqu'il prêtera serment. Puis tous deux rejoindront l'Europe, poursuivant de brillantes carrières dans la finance. Pour le président Wade, c'est alors un autre combat qu'il faudra mener contre la pauvreté, le chômage, l'analphabétisme. C'est avant tout pour cela que son peuple l'a si largement porté au pouvoir. Abdoulaye Wade sait qu'il n'a pas le droit de le décevoir. Mary Robinson, haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, était en Ingouchie aujourd'hui dans un camp de réfugiés. Elle affirme avoir recueilli de nombreux récits des exactions russes. En Grande-Bretagne, cet important mouvement de protestation après la décision de BMW de démanteler le constructeur automobile Rover à Birmingham, dans cette ville industrielle. Ils étaient entre 40 000 et 100 000 à défiler, craignant la suppression de très nombreux emplois. Notre correspondant à Londres, Benoît Duquesne. L'orchestre est irlandais, mais nous sommes à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre. Depuis près d'un siècle, Rover fait partie du paysage, mais aujourd'hui, l'usine de Longbridge est menacée. Alors c'est toute une région qui se mobilise pour défendre le dernier grand constructeur britannique derrière ses syndicats à la puissance déchue. Regardez, il y a ici tous les gens de la région, c'est ça qu'on espérait. Ça fait 12 ans que Joe Clark travaille chez Rover, 6 ans qu'il milite au syndicat et des jours qu'il prépare cette marche. En fait, depuis que BMW a annoncé sans préavis la cession des usines à un repreneur britannique davantage connu pour le rachat des pubs en difficulté. Beaucoup de concessions ont été faites par les salariés ces 12 derniers mois. On a renoncé aux augmentations de salaire, à la prime de vacances et à beaucoup d'autres choses. Tout ça a été fait pour préserver les emplois et les investissements. Et maintenant, on voit que BMW met la clé sous la porte. Malgré ces sacrifices, malgré les 2500 licenciements concédés lors de la reprise de Rover par BMW, ce sont aujourd'hui plusieurs milliers d'emplois qui sont menacés. Anil Chandra en fait partie, lui, ses 3 enfants, ses 16 ans d'ancienneté et sa maison qu'il vient d'acheter. Ces grandes entreprises devraient se préoccuper davantage des gens qui travaillent pour elles, tout en bas de l'échelle. Et avant de prendre ce genre de décision, ils devraient tenir compte de la situation des ouvriers. Alors dans la marche, les mots se font plus forts, contre BMW bien sûr, mais aussi contre la livre trop forte et contre Tony Blair. Votre gouvernement s'est bien occupé de Renault, c'est ce qu'on attend aussi du nôtre, qu'il nous aide. J'ai travaillé 30 ans ici et je pense que le gouvernement devrait s'investir davantage. S'indigner contre les méthodes de BMW ne suffit plus. Les travailleurs britanniques, tout comme l'aile gauche de son parti, attendent maintenant autre chose de Tony Blair, autre chose que le discours habituel sur la puissance britannique retrouvée, sur les lois du marché ou l'économie libérale. De ce point de vue, l'affaire Rover fait bien figure de premier test sérieux pour Tony Blair, en légère chute dans les sondages. En France, pour ce premier jour de départ en vacances pour la zone C, de nombreuses perturbations pour ceux qui espèrent gagner la Corse, avec ce mouvement de grève des contrôleurs aériens de l'aéroport d'Ajaccio qui se plaignent de la mauvaise gestion des effectifs et des moyens techniques alors que le trafic est en augmentation. Ce mouvement social devrait se poursuivre jusqu'à lundi avec de gros désagréments pour les passagers. Les stations de sport d'hiver se réjouissent de ces vacances de Pâques en avance sur le calendrier. La neige est bien là, on pourra donc skier en avril. Exemple à la Clusaz où la saison est de plus en plus longue. Didier Guyot, Philippe Fivet. La Clusaz en Haute-Savoie, 2,40 m de neige en haut des pistes. La poudreuse est encore là, alors les vacanciers profitent de l'arrière-saison. Je suis parti la semaine dernière, ça m'a tellement plu que je suis revenu pour 3 jours pour ce week-end. Ah ouais. Mais c'est étonnant. Par plaisir. Ouais. Pourquoi? De venir maintenant? Ouais. Ah non, non, c'est très bien. Tant qu'il y a de la neige, tout va bien.
De la neige en abondance, des températures plus douces, moins de monde sur les pistes, des tarifs commerciaux plus intéressants. Quand on est passionné ou débutant, les raisons ne manquent pas pour venir à cette époque skier dans les Alpes au lieu d'aller au bord de la mer. Non, mais c'est plus agréable de skier quand il y a moins de monde. On peut plus faire ce qu'on veut et tout. Puis il y a de la bonne neige en plus. On aime beaucoup le vin chaud. On fume le vin chaud. Et la tartiflette. La tartiflette. Ouais. C'est pour ça que vous venez là pour voilà. le week-end. Le ski, c'est accessoire. Hein. Rien à voir bien sûr avec le grand rush des vacances de février. À la Clusaz, le taux de remplissage de la station est d'à peine à 50%. Mais cette clientèle de printemps est de plus en plus nombreuse. Il y a effectivement une clientèle plus étendue que d'habitude depuis quelques années, mais c'est parce qu'on fait aussi beaucoup de promotions pour la montagne en arrière-saison. Et puis il y a aussi le bouche à oreille qui génère beaucoup de clientèle parce qu'on s'aperçoit que finalement c'est très agréable. On n'est pas bousculé, on prend son temps, on skie en douceur. La Clusaz fermera ses portes le 30 avril prochain et grâce à l'omniprésence de cette neige, le bilan de la saison s'annonce excellent. Comme chaque année, le salon de la maquette à Paris, ils sont 3 millions de Français à pratiquer cette activité ludique, aperçue de cette immense vitrine à la porte de Versailles avec quelques 10 000 maquettes exposées. Elsa Margou et Jean-François Meunier. Il est un monde où les trains ne mènent nulle part, mais on les regarderait volontiers passer durant des heures. Un monde de minutie et de détails, où seul le geste figé du cheminot révèle qu'il s'agit d'un décor. Dans ce monde idéal, l'illusion doit être parfaite, le décorateur compte autant que le modéliste. J'avais des camarades qui faisaient rouler des locomotives sur du papier crépon. Alors je me suis dit, un beau matériel comme ça, il faut le faire rouler sur un beau décor. Donc c'est pour ça que je me suis mis au décor. Et puis il y a les rêveurs, ceux qui aimeraient bien jouer les filles de l'air. Mais pour aller plus haut, il faut perdre du poids et construire des machines encore plus légères. Légères comme une feuille soulevée par le vent, ou légères comme cette libellule d'un demi-gramme à peine. Moins poétique, voici la maquette du Tigre qui équipera l'armée française en 2003. Certes, c'est un peu poussif, mais d'ici là, les militaires réussiront sans doute à faire décoller le vrai. À moins qu'ils ne se lancent dans une bataille navale aux allures de débarquement, tout cela est peut-être un peu guerrier, alors forcément, le modélisme c'est plutôt une affaire de garçons. Nos gros bateaux, nos gros avions qui sont quand même des modèles réduits mais qui prennent un certain volume, ont peut-être envahi l'appartement et n'ont pas laissé suffisamment de place pour que les femmes puissent s'exprimer. Mais très souvent elles participent. Quand on fait un bateau, on a besoin de l'agilité des doigts d'une femme pour nous aider à faire de jolies voiles. Les amateurs pourront faire joujou jusqu'au 9 avril et pour une fois, ce n'est pas que pour les enfants. Une page sportive, décidément le 15 de France n'est pas au mieux de sa forme, même si la victoire attendait enfin les tricolores cet après-midi après 5 défaites consécutives au Stade de France. Une laborieuse victoire face à l'Italie, 42-31. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Viril mais correct, le français en rugby c'est aussi recevoir. Ainsi les bleus jouaient cette fois en blanc, pour que les bleus d'Italie restent en bleu, c'est gentil. Après 17 minutes, les Français commencent par faire un beau cadeau numéro 13, Luca Martin qui marque. 10-3 pour les Bleus. Il est 15h22, Bernard Laporte, l'entraîneur, fait la tête, car face à l'Italie, l'équipe a priori la plus faible du tournoi, beaucoup voyaient la France à la fête. Alain Penaud à toutes jambes va aplatir dans l'embut, et les Français reviennent au score 10-10. Par manque de lucidité et d'application, le 15 de France bafouille son rugby, et l'Italie va reprendre logiquement l'avantage au score avec un essai de Troncon, 17-10. Thomas Castagnette va redonner quelques couleurs au maillot blanc des Français. Le problème, c'est que cet essai n'est pas valable, car il aplatit le ballon sur la ligne. L'arbitre accorde l'essai à la pause, 20-17 pour la France. Après un remontage de bretelles à la mi-temps, enfin, l'équipe de France retrouve quelques vertus. Fabien Pelouse marque en force avec l'aide de quelques camarades, 27-17. Une heure de jeu et coup dur pour les Italiens avec l'expulsion de Cristofoletto, qui dans son genre est un chaud latin. C'est lui qui piétine le numéro 19, Abdelatif Benazi. Les Italiens vont finir le match à 14. Heureusement, Benazi n'est pas une poule mouillée. Il marque un essai en férocité, 35-17.
5 minutes plus tard, Penaud va terminer sa course entre les poteaux, 42 à 17. Les Français prennent le large. Et croit-on, ils sont partis pour durer, mais dommage, ça ne dure pas. Car inexplicablement, les Italiens en infériorité numérique vont marquer 2 essais par Mazzucato puis Troncone. Et la France va l'emporter sans gloire, 42 à 31. C'est vrai que par moment on manque un petit peu de vigilance et de rigueur. C'est vrai que là, 42-17, on pensait que c'était largement fait, et donc on se relâche, ce qui est anormal. En fait, moi c'est comme ça, vous savez, il était temps que ce tournoi finisse, parce qu'à force de travailler dans l'urgence, c'est vrai que c'est usant et c'est fatigant. Diego Dominguez, le très talentueux demi d'ouverture, jouait son dernier match avec l'équipe d'Italie. Fêté par ses coéquipiers, il pouvait être content de son samedi. Peut-on dire autant des joueurs du 15 de France? Et puis le Pays de Galles a battu l'Irlande tout à l'heure à Dublin, 23 points à 19. Demain dimanche, près de 800 musées ouvriront gratuitement leurs portes. Une opération qui fait fureur, c'est le printemps des musées. Des milliers de visiteurs attendus, avec notamment cette année la présentation de tableaux venus de différents pays européens, comme au musée des Beaux-Arts de Rouen, où Daniel Wolfrom et Yann Jekyll ont assisté à l'arrivée de ce chef-d'œuvre italien. Il a fait la route depuis l'Italie, protégé comme dans un écrin par cette caisse fabriquée pour lui sur mesure. Dimanche, il sera la vedette du printemps des musées, entrée gratuite pour la foule des visiteurs attendus ici au musée de Rouen. Elle se pressera devant ce tableau de Véronèse, le Christ au jardin des Oliviers, prêté pour l'occasion par la Pinacothèque de Milan. Ce chef-d'œuvre, peint au XVIe siècle, aurait pu souffrir du voyage. Il va subir une inspection minutieuse. Précisément, vous regardez quoi, madame? La couche picturale, enfin un état général, ensuite la couche picturale, ensuite je vais jusqu'au cadre. Le musée de Rouen abrite une des plus importantes collections publiques en région, Rubens, Velázquez, Poussin, mais aussi des dizaines de tableaux modernes. En attendant la foule, il faut renforcer la protection des œuvres. Ce déversement d'un public très diversifié, qui n'est pas un public de musée pour la plupart, nécessite une vigilance, dans tous les sens du terme. Vigilance parce qu'un enfant qui trouve que finalement il n'y a rien sur le mur et que c'est dommage pourrait tenter d'écrire sur le mur, et pourquoi pas dessiner un petit coup sur une toile, c'est arrivé déjà. Mais revenons aux Véronèse, il faut maintenant accrocher le tableau. La scène est solennelle, le public convié à cette délicate opération. Une vingtaine de chefs-d'œuvre vont être échangés avec d'autres musées européens, une façon de voyager en Europe sans quitter sa région. Cinéma avec la sortie du film événement de Bertrand Blier, Les Acteurs. 42 d'entre eux et des plus célèbres ont répondu présent pour cet hommage au métier et à tous les monstres sacrés du 7e art. Une comédie où l'on retrouve aussi bien Depardieu, Delon, Belmondo, Serrault, Marielle dans leurs meilleurs ou leurs pires numéros. Reportage Marie-Jo Jouan, Claude Barnier, Michel Levasseur. Metteur en scène d'un film de merde. Jacques-François craque, Michel Serrault veut quitter le plateau. Pas de problème, Bertrand Blier maîtrise la scène. Après tout, c'est lui qui l'a écrite. Entre réalité et fiction, voici les acteurs, tels qu'en eux-mêmes, à travers l'objectif bienveillant du réalisateur des Valseuses. Elle est pas mal celle-là. Bonjour madame. Je suis Jacques Villeray. Je suis Jean-Pierre Marielle. Je suis Michel Serrault. N'ayez pas peur, mesdames et messieurs, ce sont des acteurs qui jouent. Ils se moquent un peu d'eux-mêmes, on se moque un peu de tout dans ce film. Mais oui, il y a 2-3 vérités qui sont dites. Partez. Avec 42 acteurs du Gotha cinématographique, on pouvait s'attendre à des rencontres historiques. C'est vrai, Belmondo a toujours eu un petit côté... Alors à ce point-là, alors là, on est devant un légume. Ils étaient intimidés l'un par l'autre et on a assisté à une rencontre un peu équivalente à ce qu'a dû être, j'imagine, Bourvil de Funès le premier jour, quoi. Depardieu boit. Ah bah, Depardieu, d'accord. Un film en forme de performance que peut-être seul Blier, par son culot et son respect bien connu des acteurs, était capable de réaliser. Piccoli boit. C'est pas nous dans la vraie vie, heureusement, parce que Bertrand nous voit comme des fous furieux, il a raison, hein, on est aussi des fous furieux. C'était un film pas du tout lourd à porter, très léger, plein d'amitié et de rire, et parce que bon, tout était quand même très amusant à faire, y compris les scènes qui sont un peu plus dramatiques. C'est Pierre Arditi, l'acteur de théâtre. Et de cinéma.
Oui, et de cinéma. Donc je fais aussi du cinéma. Ouais, oui, tout le monde le sait que tu fais du cinéma. C'est une façon de dire de théâtre, comme si tu disais de la merde. Toi aussi, t'en fais du théâtre. Oh, mais calme-toi. Tu m'énerves. Mon ami ne s'épanouit pas du tout dans l'homosexualité. Qu'est-ce qu'ils font tous ces hommes en blanc autour de vous? J'en sais rien, il n'y a que lui qui le sait. Faut demander à Blier, moi j'en sais rien. Où est-ce que vous allez? Où est la caméra? Ils sont pour moi, les pots d'eau chaude. Et le scénario dans tout ça, eh bien c'est une surprise. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que l'histoire démarre avec Jean-Pierre Mariel, qui n'arrive pas à se faire entendre. Qu'est-ce que c'est que ce connard? J'ai demandé un pot d'eau chaude. Compris. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les deux principaux titres contre la marée noire. La mobilisation au son des Bignou, des Parisiens et des Bretons. En tête de cortège, Jacqueline Tabarly et Gérard Daboville, avec ce slogan « Plus jamais ça ». Décidément, le 15 de France n'est pas au mieux de sa forme, même si la victoire attendait enfin les tricolores cet après-midi après 5 défaites consécutives au Stade de France. Victoire face à l'Italie, 42-31. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, le plus grand cabaret du monde, animé par Patrick Sébastien. Demain, 7h, dans Théo Café, Catherine Sellac reçoit Francis Lalanne. Midi, DMA, l'émission de Paul Amar, qui recevra Martine Aubry. J'aurai quant à moi le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Thank you.